Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Jean-Michel Steg. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Hassan. Vous êtes diplômé de Sciences Po et vous êtes titulaire d'un doctorat en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales. Exact. Vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale, un conflit auquel vous avez déjà consacré 3 livres. Et voici le 4e, donc nous sommes là pour en parler. Il s'intitule « Qui a gagné la guerre de 14 ?» paru aux éditions Perrin. Donc le 11 novembre 1918, les Français et les Allemands signent l'armistice à Rotonde. Oui. Et le constat qui sera fait ensuite et qui est l'objet de votre livre, c'est que cet armistice, donc l'arrêt des combats, ne permet pas clairement de déterminer un vainqueur et un vaincu. En novembre 1918, qui a conscience de ça ? Beaucoup de gens, en fait. C'est ça qui est surprenant, ce qui m'a frappé, c'est que tant parmi les chefs militaires français que parmi l'armée elle-même, les conscrits, que parmi les alliés de la France, que parmi les hommes politiques français, il y avait des doutes pour savoir s'il était opportun ou raisonnable de signer un armistice, c'est-à-dire un arrêt des combats, mais avec une possibilité de les reprendre, d'ailleurs c'est ça que ça permet légalement, avec l'Allemagne, avant d'avoir réellement des faits sur le terrain, l'armée allemande, qui était en train de s'effriter, mais plus par l'arrière, des troupes qui repassaient le Rhin pour participer à une forme de guerre civile en Allemagne, plutôt que ceux qui restaient sur le front se battaient toujours avec détermination. Et donc, il y avait un courant de pensée qui s'exprimait en disant on ne gagnera cette guerre de manière définitive que le jour où on sera rentré en Allemagne et on aura d'ailleurs détruit une partie de sa capacité industrielle, etc. Donc, il y a eu débat dès le début. Parlons des conditions qui mènent à l'armistice. Au printemps 1918, les Allemands sont en position de force. Absolument. Ils viennent de signer le traité de Brest-Litovsk avec la Russie, donc ils peuvent concentrer leurs troupes sur le front Est. Comment on explique qu'en quelques mois, ils aient connu un tel reflux ? Disons que c'était un peu aussi une offensive de la dernière chance, parce que ils avaient d'un côté la possibilité, effectivement, de rapatrier des troupes du front Est vers l'Ouest et avoir momentanément un avantage numérique significatif. Je dis momentanément parce que les États-Unis étaient, eux, rentrés en guerre à la fin 1917 et ils n'étaient pas encore des contributeurs importants en termes de nombre de soldats parce que l'armée américaine en 1917 c'était 140 000 personnes au total. Il a fallu donc qu'ils recrutent, qu'ils équipent et qu'ils transportent littéralement des millions d'hommes en Europe, ça prenait du temps et l'état-major allemand était conscient qu'ils avaient une espèce de fenêtre d'opportunité au printemps 1918 pour utiliser les troupes qui pouvaient, eux, rapatrier rapidement du front Est sur le front Ouest, avant que les troupes américaines soient venues aider les Alliés. Donc, ils ont utilisé cette opportunité. Cette offensive a connu beaucoup de succès initiaux, un peu surprenants, mais finalement, comme d'ailleurs toutes les offensives sur le front Ouest, d'un côté comme de l'autre au cours de la guerre, au bout d'un certain temps, s'est effrité. Et à partir de ce moment-là, effectivement, pour l'armée allemande, ça a été très dur. Ça a été le début d'une retraite lente, avec en plus ce sentiment d'angoisse lié au fait que la situation politique en Allemagne se dégradait progressivement, et avec le risque d'une contamination, pas pour les élites allemandes, d'une contamination de la révolution russe vers l'Allemagne, le début des meutes, le début de tentatives de république socialiste, par exemple en Bavière, etc. Donc voilà, il y a eu une opportunité que les Allemands ont essayé de saisir et qui n'a pas été un succès pour eux jusqu'en juin 18, dirons-nous. Ça, c'est sur la situation militaire, donc sur le terrain. Pour reprendre l'axiome de Clausewitz, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Oui. Quels étaient donc à ce moment-là les objectifs politiques des Allemands en France ? Les objectifs, à partir de ce moment-là, ça a été d'obtenir une espèce de match nul. Je veux dire, officiellement, en disant il n'y a ni vainqueur ni vaincu, on arrête les hostilités, on mettra de notre côté le blâme pour avoir déclenché les hostilités sur un gouvernement qui s'est effondré et un leader, le Guillaume II, qui a été contraint à l'exil. Et voilà. Les Alliés, et en particulier les Français, avaient un investissement émotionnel encore beaucoup plus important. Il valait aussi pour eux, ils avaient des objectifs de guerre dont certains étaient parfaitement clairs, comme récupérer l'Alsace-Lorraine. Et enfin, à la différence des Allemands, ils avaient connu sur leur territoire des destructions massives, à la fois du fait des combats
Et aussi, il faut le dire, au moment de la retraite allemande, organisée par les Allemands de manière systématique, le sabotage des puits, des mines, etc., de destruction de toutes les usines, qui allait nécessiter d'énormes investissements pour permettre de repartir en production industrielle. Il allait aussi falloir sur le tiers nord du territoire déminer ce qui a pris des années, coûté énormément d'argent et a beaucoup obéré la capacité de production agricole de ces plaines qui étaient les plus fertiles de la France. Donc il y avait beaucoup à plus, bien entendu, ce qui va être le cas pour tous les alliés, récupérer de quoi payer d'éventuelles pensions de veuvage et d'invalidité qui vont représenter pour tant les Français, les vainqueurs, comme les vaincus, des sommes extraordinairement élevées. Vous le signalez dans le livre, le mois d'octobre 2018 est un des mois les plus meurtriers de la guerre. On retrouve le niveau de perte de l'offensive du chemin des Dames en 1917. Est-ce que ça a pu contribuer aussi à l'arrêt des combats ? Bien entendu, il y a un moment où ça devient très dur de continuer les combats, en tout cas pour les chefs. La première, il y a deux facteurs pour cette remontée très brusque de la mortalité. Alors juste pour dire les choses, je vais peut-être faire un pas en arrière. La mortalité la plus importante de la Première Guerre mondiale a été pendant les premiers mois. Ensuite, l'année la plus meurtrière calendaire, c'est 1915, où je dirais à peu près personne n'est capable de nommer une bataille précise. 1916, avec la Somme et Verdun, c'est la mortalité baisse. 1917, le chemin des Dames, c'est l'année la moins meurtrière de la Première Guerre mondiale, et ça repart effectivement en 1918. Pourquoi ? Parce que d'abord, on retrouve en 1918 un facteur qui existait au début 14, c'est-à-dire des grandes offensives à découvert. C'est là où les troupes maintenant françaises, britanniques et américaines avancent pour reprendre des positions, et l'avance pendant la Première Guerre mondiale, compte tenu de l'évolution de la technologie militaire, est toujours très coûteuse, puisqu'il faut sortir de sa tranchée pour aller conquérir des positions face à des gens qui, eux, sont dans des tranchées et vous tirent dessus. Voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est que il y a eu une espèce de séparation au sein de l'armée allemande, qui était au sein des troupes, qui était encore organisée sur une base à cette époque-là locale. Il y a des Bavarois, il y avait des régiments, alors que en France, c'était devenu mix assez rapidement. Et donc, il y avait des unités qui étaient plus vraiment intéressés à se battre et qui ont commencé à hésiter à remonter au front, voire sont repassés en Allemagne. Celles qui sont restées et qui étaient au front, elles étaient convaincues et se sont battues avec détermination. Le 11 novembre 1918 au matin, il y a des combats violents et des défenses violentes de l'armée allemande. Elle n'est pas en débandade sur le front, elle est en débandade à l'arrière, mais pas sur le front. Vous l'avez dit, donc la guerre n'a jamais été portée sur le territoire allemand. Non. Est-ce que c'est une volonté politique ou militaire majoritaire en France ? Est-ce que ce sont les Alliés qui n'ont pas voulu cela ? Non, il y a eu un débat. Je crois que le principal facteur a été de dire, faut tout de même reconnaître que les niveaux des pertes enregistrées par l'armée française et la population française étaient déjà extraordinairement élevés. Ça faisait beaucoup. Il y avait aussi le fait qu'il y avait une crainte du côté des Alliés et un espoir d'ailleurs chez les Allemands qu'une éventuelle invasion du territoire allemand par des armées alliées susciterait un réflexe, si j'ose dire, national de résistance qui redonnerait morale et combativité à l'armée allemande. Des politiciens allemands libéraux comme Walter Rathenau, qui sera après assassiné par les nationalistes, étaient de cette opinion et de cette espérance, et à l'inverse, c'était une crainte du côté des certains dirigeants français. Il faut dire aussi que il y avait parmi les troupes, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, un courant de gens au niveau de l'homme de base qui étaient partisans de rentrer, malgré tout, continuer la guerre et de rentrer en Allemagne. Comment le sait-on ? On le sait parce que il y a un instrument qui a été disponible depuis quelques années dans les archives militaires et qui a été exploité par un certain nombre d'historiens français. Je voudrais mentionner par exemple Bruno Cabane qui a fait d'excellents travaux là-dessus. C'est le contrôle postal. Contrôle postal qui a été mis en place en 1915, au début de la guerre, au début de 1915, à un moment où les lettres étaient les seules formes de communication réelles entre l'arrière et les combattants. Et les combattants recevaient beaucoup de lettres, et ils en envoyaient beaucoup.
Et d'abord pour des raisons de sécurité, de lutte contre l'espionnage, la discrétion, l'armée française a pris l'habitude de prélever, si j'ose dire, un certain nombre de courriers pour voir s'il n'y était pas décrit dans ces lettres des éléments qui étaient contraires à la sécurité de l'armée. Mais petit à petit, ils sont aperçus que c'était une forme, ce qu'on la considère aujourd'hui comme préventive, mais assez efficace, de mesure, effectivement, du moral des troupes. Et c'est devenu un instrument très intéressant. Et on trouve dans les courriers qui étaient ouverts à cette époque beaucoup de commentaires de soldats de base en disant il faut que on passe de l'autre côté, il faut qu'ils connaissent un peu ce que c'est que la guerre sur leur sol, les destructions sur leur sol. Il y a même une lettre que je mentionne dans mon ouvrage que j'ai vu d'un soldat qui dit en écrivant à sa femme vivement qu'on rentre chez les Allemands, qu'on aille violer leur femme. Je veux dire, c'est même donc il y avait tout de même un courant. Je dis pas que c'était tout le monde, mais il y avait un courant sérieux. D'ailleurs, et il était partagé aussi souvent par les troupes étrangères. Je mentionne parce que c'est un cas qui va avoir une importance historique, le cas d'un capitaine de l'armée américaine, un capitaine d'artillerie, qui s'appelle Harry Truman, qui est le futur président des États-Unis, mais qui a laissé à l'époque à la garde de sa femme Bess son magasin de chemises de Kansas City, et qui lui écrit régulièrement, et dans une lettre du 10 novembre, il écrit à sa femme, Bess, on entend que y a des rumeurs comme quoi les Allemands auraient demandé une armistice, j'espère que le père Foch ne va pas se dégonfler, qu'on va continuer à se battre contre eux, qu'on va les démolir, qu'on va traverser le Rhin, qu'on va aller démolir l'Allemagne, et parce que sinon, ils vont recommencer dans 25 ans. Oui, vous reproduisez d'ailleurs des extraits de cette lettre. Je revois cette lettre et il veut vraiment découdre, lui. Complètement. Et c'est certainement pas une opinion isolée. Et donc il y a eu un débat. Mais les deux choses qui ont arrêté, si j'ose dire, l'armée française, les trois plutôt, c'était ce que j'ai mentionné, cette crainte qu'il y ait un sursaut de la population allemande. Le deuxième, c'était aussi la crainte que s'établisse, malgré tout, une espèce de république socialiste soviétique d'Allemagne, compte tenu de l'effondrement de la société allemande que ça entraînerait. C'était un risque, on n'avait pas forcément envie d'avoir un pays soviétique de l'autre côté du Rhin. Et troisièmement, c'est vrai, malgré tout, la société française avait déjà payé un prix très lourd, et c'était pour les hommes politiques de plus en plus difficile d'imaginer qu'ils demanderaient des sacrifices supplémentaires, même s'il y avait des volontaires. Et ces regrets côté français vont persister longtemps dans l'entre-deux-guerres, ou est-ce que c'est Ils vont passager? persister jusqu'à nos jours. Il y aura des regrets exprimés après la signature du traité de Versailles. Foch dira c'est au mieux une trêve de 20 ans, et il aura raison. Il y a des gens qui vont estimer que les clauses qui ont été accordées vont être très difficiles à mettre en place, notamment les remboursements. Ils auront raison. Il y a des gens qui disent on s'est reposé aussi pour signer ces clauses relativement souples sur le fait que, en contrepartie, nos alliés nous accorderaient une alliance militaire formelle entre Américains, Français et Anglais. Cette alliance n'aura pas lieu, d'abord parce que les Américains rejetteront le traité de Versailles, comme vous le savez, enfin en tout cas la création de la SDN et ce qui venait avec. Et donc il y a toute une série de facteurs qui ont fait que, quand on a signé le traité de Versailles, il y avait une partie de la presse, notamment conservatrice, qui était très critique. Et je mentionne le fait que le père de la victoire, Clémenceau, prend le surnom dans la presse conservatrice de père de la victoire, PERD. Oui. Ouais. Et ce traité de Versailles est donc signé entre l'Allemagne et les Alliés le 28 juin 1919, dans la Galerie des Glaces, donc un lieu hautement symbolique, puisque c'était là où la reddition française avait eu lieu, et l'Empire allemand, le Deuxième Reich, proclamé en 1871. Et donc il se passe 7 mois entre l'armistice et la signature du traité. Oui. Est-ce que c'est un délai habituel, ou est-ce que ça signe que les tractations étaient compliquées? D'abord, il n'y a pas de délai forcément habituel, mais ce qui s'était d'abord, compte tenu du nombre de participants, compte tenu de l'ampleur des sujets, qui allaient depuis les questions territoriales, les questions monétaires, les questions militaires, c'était normal avec d'ailleurs des alliés qui, entre eux, ont eu besoin de négocier. Les négociations ont été essentiellement entre alliés. On a présenté plus ou moins les Allemands avec quelque chose qu'ils n'avaient pas la possibilité de vraiment discuter. Ce qui a pris du temps,
en dehors d'ailleurs de la présence des Allemands, c'est les discussions entre alliés. Entre un Wilson, par exemple, qui était soucieux de ne pas créer de nouveau une nouvelle Alsace-Lorraine, où les conditions de reprise de la guerre, et il pensait... Il a sans doute fait des mauvais choix, mais sa volonté était de faire une paix qui empêche ce type de conflit à l'avenir. Pour les Alliés, en particulier les Français, il y avait un aspect de revanche, et pour les Britanniques, il y avait un aspect purement monétaire. Il n'a pas connu de destruction sur leur sol, essentiellement, mais il s'agissait de payer pour les pensions de retraite et d'invalidité qui allaient être importantes, dans des pays qui n'avaient pas encore, ou venaient à peine, car c'était en France en 1913, d'instaurer l'impôt sur le revenu, faut bien voir. Et pour les Anglais aussi, c'était peut-être aussi un objectif de ne pas créer de puissance forte sur le continent. Bien sûr, bien sûr. Et puis, alors il disait que c'était aussi pour avoir un partenaire commercial qui restera important et qui était important. Il faut pas oublier que le principal partenaire commercial de la France en 1914, c'était l'Allemagne, et de loin. Donc c'était important pour la reprise économique, effectivement, que l'Allemagne ne soit pas complètement détruite. Je vais rappeler les principales dispositions du traité de Versailles. Il établit une charte pour la Société des Nations. Ouais. On redéfinit les frontières de l'Allemagne. Donc la France récupère l'Alsace-Lorraine. La Pologne, la Tchécoslovaquie et l'Autriche deviennent indépendantes. Ouais. Il y a des dispositions pour limiter le pouvoir militaire de l'Allemagne. Donc son armée est limitée à 100 000 hommes. On interdit les blindés, l'artillerie, les forces aériennes. On démilitarise la rive gauche du Rhin. Ouais. Il y a des dispositions économiques et financières avec des fortes réparations à payer, mais dont le montant et les modalités de remboursement ne sont pas fixés par le traité. Et puis on fait renoncer l'Allemagne à son empire colonial. C'est exact. On parlera ensuite de l'aspect moral, mais est-ce que ces conditions paraissent sévères ? Sur le papier, oui. Si elles avaient été mises en place totalement, je parle en particulier des réparations, des alliances militaires, ça aurait été quelque chose d'assez solide. Il y a néanmoins plusieurs points importants dès le départ que les Allemands sont arrivés à préserver. Et notamment l'essentiel, c'est l'espèce de continuité géographique de l'Allemagne. Même s'ils abandonnent à l'est certains territoires au profit de la Pologne, à l'ouest l'Alsace-Lorraine, ça reste un État central, cohérent, groupé, dont il faut rappeler qu'il n'existait en tant que tel que depuis une cinquantaine d'années, depuis 1871, à la fondation du Deuxième Reich. Avant, c'était la Prusse qui avait peut-être plus d'influence que la Bavière ou la Saxe, ceci et cela, mais c'était le reste de Saint-Empire romain germanique. Et là, il aurait été tout à fait possible, il était envisageable, et envisagé à certains moments, de retransformer l'Allemagne en confédération de petits pays souverains. Là encore, l'évolution du risque politique d'extrême gauche en Allemagne a amené les Alliés à préférer le risque d'une solution de continuité géographique. Et puis, il y a l'aspect moral. Donc ça, c'est l'élément nouveau par rapport à la résolution des conflits précédents. C'est l'article 231 où l'Allemagne et ses alliés sont reconnus accepte la responsabilité morale. Comme seul responsable moral. Oui, absolument. Et ça, donc, c'est un élément, on le sait maintenant, essentiel, bien sûr, dans la suite des événements. Ça a été, pour la société allemande, quelque chose de difficile à accepter. Ils ont toujours la version qui a toujours été mise en avant par les pouvoirs allemands et plus ou moins acceptée par l'ensemble de la société, c'était non pas que les militaristes allemands avaient poussé effectivement à une expansion qui a fini par déclencher une guerre, mais que il s'agissait de défendre une société, je veux dire, allemande qui était menacée à l'est comme à l'ouest par des ennemis héréditaires historiques qui étaient la Russie et la France. Et que c'était un acte avant tout de défense face à des pays qui étaient susceptibles de les attaquer des deux côtés. Et on met les Allemands en fait devant le fait accompli, puisque vous le dites, les négociations se passent entre alliés. Absolument. Elles ont déjà été assez difficiles entre alliés. Et les Allemands en fait modifient à la marge quelques alinéas. Exactement. C'est où vous signez ou on avance en Allemagne, où nous occupons l'Allemagne. Et vous dites aussi dans le livre que les Allemands ont évalué la situation à nouveau sur le plan militaire et ont essayé de voir s'il était possible de reprendre les combats. Absolument, c'est logique d'ailleurs. C'est d'ailleurs dans le cas d'un armistice, ce n'est pas illégal. Oui, vous dites que c'est un armistice de 40 jours, reconductible. Mais absolument. Mais c'était pas possible, il y avait effectivement un risque à ce moment-là politique en Allemagne et ils avaient besoin de reprendre leurs troupes
d'une manière ou d'une autre, pour aller affronter les conseils d'ouvriers et de soldats, et c'est ce qu'on appelait les corps francs, qui étaient en fait des unités allemandes totalement constituées, qui sont revenus pour se battre. Et il y a eu un élément de guerre civile entre 1919 et 1920 en Allemagne. Pourquoi on a introduit cette notion morale pour la première fois? Est-ce que c'est l'influence du président américain? Il y a deux choses. Il y a effectivement les anglo-saxons, pour lesquels il y a une vision morale. Pas uniquement les Américains. Il y a aussi le fait de justifier des réparations monétaires importantes, même si il y avait déjà eu des réparations importantes payées par la France à l'issue du conflit de 1870. Mais compte tenu de l'impact sur chaque famille française, où à peu près, 1,4 million morts, 9 millions de mobilisés, 3,5 millions de blessés, presque 4, dont 25% sortiront de la guerre avec un élément de leur anatomie qui leur manquera, un bras, une main, un pied, une bout du visage. Il y a un aspect moral là-dedans, un impact pour les familles pour faire leur deuil. Et comment s'est perçu ça côté allemand? Parce que même si la guerre n'a pas été portée sur leur territoire, numériquement, ils ont eu plus de morts que les Français. Oui, mais ils se sont battus sur deux fronts. Face aux Français, ils ont eu moins de morts que les Français, puisqu'ils étaient plutôt en position défensive. Et je vous rappelle que l'Empire allemand de 1914, c'était plus de 60 millions d'habitants, alors que la France était devenue un pays de moins de 40. Donc aussi l'impact proportionnel, même s'il a été très important, était un peu moindre du côté allemand. Le montant total des réparations devait être de 132 milliards de marks or. Oui, déjà dès le départ, c'était pas crédible. Il y a eu quelques réparations payées essentiellement en biens matériels, par exemple des livraisons de charbon ou de produits des aciéries allemandes qui n'avaient pas été détruites, etc. Et après, très peu de paiements, essentiellement financés par les Américains auprès des Allemands. Et voilà, ça a continué. Oui, parce qu'en fait, les Allemands payent assez peu. Je crois que vous donnez le chiffre, de mémoire, autour d'un quart de ce montant-là. Ouais. Alors que les Français, eux, avaient fait des emprunts de guerre auprès des Anglo-saxons et les Français devaient les rembourser. Ils les ont remboursés, absolument. Oui. Et la France a abordé la guerre avec des caisses à peu près pleine, il faut dire. La Banque de France, à l'époque, en 1914, était riche, même si déjà beaucoup d'argent a été dépensé par les épargnants français dans l'achat d'emprunts russes, qui ne donneront pas ce qu'ils en espéraient. Mais par contre, il est clair que, au fur et à mesure qu'il a fallu acheter à l'étranger ce qu'on ne pouvait plus produire en France, puisque le nord de la France, c'était la production de charbon, de fer, donc d'acier, aussi les plaines à blé, et tout ça, il a fallu l'importer essentiellement d'Amérique et payer pour. Ce qui fait d'ailleurs que je dis que la guerre a été gagnée par deux institutions, la Banque de France d'un côté et la Royal Navy de l'autre, qui ont permis, la Banque de France qui a permis d'acheter aux États-Unis ou en Amérique ce dont on avait besoin pour faire la guerre, et la Royal Navy qui a permis de l'acheminer. Ceci dit, par contre, la France a terminé très endettée alors qu'elle était riche au départ. À l'inverse, les États-Unis, au début de la guerre, étaient de larges débiteurs des pays européens et deviendront d'immenses créditeurs en 1919. Et comment évoluent les économies, parallèlement entre la France et l'Allemagne? Donc la France, on l'a dit, doit rembourser ses emprunts. Ouais. Les destructions ont eu lieu sur son territoire. Ouais. Est-ce qu'il y a un différentiel économique important entre les deux pays? Oui, il y a un différentiel économique important, plutôt au profit de l'Allemagne, pour une raison simple, c'est que une chose que va pouvoir faire l'Allemagne aussi, contrainte et forcée, c'est de diminuer ses dépenses militaires, donc récupérer plusieurs points de produit national brut. Ils peuvent aussi relancer la production. Ils avaient beaucoup souffert pendant la guerre que même si leur appareil industriel n'était pas affecté par les destructions, le personnel pour le faire fonctionner manquait. La même chose pour la production agricole, on manquait. Et là, les gens étant revenus, ça repart, et ça peut repartir rapidement, alors qu'en France, on va continuer à devoir importer pendant très longtemps avant qu'on ait, même la guerre terminée, avant qu'on ait reconstruit des usines ou développé encore celles qu'on avait développées du coup par exemple dans le Massif central, autour de Saint-Étienne, etc. Donc la partie économique, par contre, ce qui s'est passé avec les Allemands, c'est qu'il y avait le problème lié à la possibilité de guerre civile qui est resté jusqu'à la fin, jusqu'au milieu des années 20, je dirais.
Et puis après, il y a une forme de prospérité jusqu'à la crise mondiale. Votre livre est construit de manière originale parce qu'en fait, vous allez décrire la situation en Europe à différentes périodes, à chaque fois au mois de novembre. À chaque fois le 11 novembre. Donc en 1941, 1918, 1919, puis on repart en 1938, 1945 et enfin 2018. Pourquoi ce choix de construction ? Parce que d'abord on commençait par le 11 novembre. Est-ce qu'on a gagné ? Il y a une date symbolique. On dit on célèbre la victoire le 11 novembre 1918. Alors, je regarde sous divers angles, est-ce que c'est vraiment une victoire ou pas une victoire ? Voilà. Puis après, est-ce que ça évolue dans le temps ? Alors, je suis effectivement passé directement, je n'ai pas suivi la ligne chronologique, au 11 novembre 1941, parce que le 11 novembre 1941, à ce moment-là, l'Allemagne est sur le point de gagner la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que les troupes allemandes sont devant Orel, donc pratiquement devant Moscou, sont en train de pénétrer en Crimée, les Allemands bombardent les Anglais qui sont seuls dans la guerre et les Américains ne sont pas prêts d'y rentrer. Une fois de plus, Roosevelt s'y est engagé à ne pas y rentrer. Les troupes de l'Africa Corps foncent vers le Caire et les Anglais ont été expulsés de Grèce et des Balkans, de Crète. C'est absolument, on semble à quelques semaines de la victoire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui voudrait dire qu'ils ont gagné la première, bien entendu. Le reste serait incompréhensible. Simplement, le petit grain de sable qui se déclenche à ce moment-là, effectivement, c'est que beaucoup de gens sont convaincus que les Allemands ont gagné, et notamment un pays qui était leurs alliés, qui étaient les Japonais, qui, tout étant alliés des Allemands, étant considérés comme ariens d'honneur par Hitler, sont très conscients de la manière dont la culture nazie regarde les races non blanches. Ils y étaient très sensibles déjà au cours des négociations de Versailles, où ils estiment qu'ils ont été maltraités parce qu'ils étaient asiatiques. Et il se trouve que eux sont très occupés à conquérir la Chine, et donc ont une grande frontière avec la Mongolie, et donc potentiellement avec la Russie. Et donc sont susceptibles de se retrouver avec une armée allemande très importante avec des centaines de kilomètres de frontières communes, et ça leur fait pas trop plaisir, et notamment une proximité même avec les îles du Japon, de l'archipel du Japon. Donc ils décident à ce moment-là qu'il faut qu'eux-mêmes conquièrent leur espace vital dans le Pacifique, où ils ont déjà repoussé pas mal les Anglais, mais il reste une nation qui est en phase 2 dans le Pacifique, c'est les États-Unis, et c'est là où ils prennent la décision d'attaquer Pearl Harbor. Et c'est d'ailleurs le 11 novembre que les premiers bâtiments de la flotte japonaise quittent discrètement leur port d'attache japonais pour se mettre en route vers Hawaï et pour attaquer et donc entraîner du coup les États-Unis dans la guerre. Donc c'est un tournant, c'est ça que je voulais mentionner. Alors après, effectivement, je mentionne d'autres 30 novembre, le 11 novembre 1938, après la succession de l'Anschluss, c'est-à-dire de l'acquisition de l'Autriche, du traité de Munich, et de la destruction de la Tchécoslovaquie, et puis symboliquement, c'est le 10 novembre, du 10 ou 11 novembre, la nuit de cristal, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on réalise en Europe qu'on va repartir en guerre. Je crois que là, il y a un consensus, même chez les Anglais qui ont signé l'accord de Munich, ils se disent finalement c'est pas un gentleman, ça risque de repartir. Donc voilà. Alors après 11 novembre 45, cette fois-ci, ce n'est plus un armistice, c'est une vraie. C'est une capitulation. Dans les deux cas, avec les Allemands d'abord et ensuite Truman envoyant la bombe atomique, compte tenu de son expérience précédente sur le Japon pour terminer la guerre, c'est des capitulations. Il est tout de même intéressant de signaler que ces destructions, effectivement, des empires allemands, de l'Europe et du Japon, sont suivies par ce qu'on appellera le miracle allemand et le miracle japonais. Et que 15 ans après, l'économie allemande est bien supérieure à l'économie britannique, par exemple, qui avait gagné la guerre, mais qui reste victime des destructions, de différents syndromes, de désintégration de l'empire, alors que l'Allemagne est... En tout cas, sa partie occidentale est repartie fortement. Le Japon aussi. Comme je le dis, moi, j'ai vécu aux États-Unis au début des années 70 et j'étais très frappé, les Américains étaient très frappés par le fait que le produit à l'époque emblématique des États-Unis, c'était pas encore l'ordinateur, mais c'était la voiture, depuis Ford. Et qu'on voit arriver partout, des Volkswagen, Beetle, des Toyota Celica, et avec des produits manifestement meilleurs que les produits correspondants américains, c'était un choc.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes chronologiques dans le découpage de la Deuxième et la Première Guerre mondiale et puis dans les après-guerres. Et le livre, en fait, la moitié du livre est consacrée à la Deuxième Guerre mondiale. Il aurait pu s'appeler Qui a gagné la guerre de 14 et celle de 39-45. Mais il y a je crois qu'il y a une forme de consensus, qu'il y a une continuité, en fait, dans l'hostilité intra-européenne de 1914 à 1945. Je rejoindrai Foch. On a signé une trêve. Et on a signé une trêve de 20 ans, et voilà, donc on doit considérer les deux événements, à mon avis, dans une forme de continuité. Un autre point commun, c'est la légitimité de la présence de la France dans les conférences de fin de guerre. Et notamment d'ailleurs à la Deuxième Guerre mondiale, où les Allemands, vous le racontez, ont du mal à accepter à la table des vainqueurs le 28-40. Absolument. Ils considèrent que l'état-major allemand, on le voit bien dans leur réaction, considère que la France, ils l'ont vaincue en 1940. La France, pour eux, c'est Pétain, c'est Vichy. C'est d'ailleurs un allié significatif au plan militaire, au plan industriel. Les contributions des industries et des usines françaises, comme Renault, à l'appareil de guerre allemand combattant en Russie seront importantes. Ce qui explique aussi d'ailleurs que les bombardements alliés en France seront importants. Il ne faut pas oublier que une des principales causes de la des mortalités en France pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les bombardements alliés. Différents pays, et en particulier les États-Unis, ont très longtemps considéré que la France c'était Vichy, même si c'était un régime pour lequel il n'y a pas forcément beaucoup de sympathie, mais voilà, c'était... Et donc, considérer qu'ils étaient vainqueurs parce qu'il y avait le général de Gaulle qui avait lancé un appel le 18 juin, c'était difficile à accepter pour beaucoup, pour les Allemands et pour certains alliés aussi. Il ne faut pas oublier que l'impact militaire français a été mesuré, dirons, jusqu'à milieu de la campagne d'Italie, où il a commencé à y avoir une contribution militaire française gaulliste, français libre importante. Et si je vous demande un exercice d'histoire-fiction, qu'est-ce qu'il aurait fallu signer comme traité, comme condition de traité en 1918-1919 pour que ça ne se répète pas, pour que, comme Wilson souhaitait, qu'il y ait une paix sans vainqueur ni vaincu? Alors là, écoutez, là vous me menez sur un terrain où je résisterai de pénétrer. Je suis un jeune historien, je suis âgé, mais jeune dans la carrière. Je me contente pour l'instant d'essayer d'éclairer ce qui s'est passé. Faire des hypothèses, ça requiert des compétences que je n'ai pas. Je ne suis pas certain. Je pense que, en tout cas, si j'avais été, par contre, dans une position de direction, effectivement, j'aurais eu sans doute une position. Par exemple, ce que j'aurais fait, c'est ce qu'ont fait les Russes en 1945, c'est que pour faciliter leur redémarrage industriel, ils ont pris en Allemagne l'essentiel des machines-outils des usines, des villes qu'ils ont occupées, et les ont reconstitué leur appareil industriel beaucoup plus rapidement qu'ils n'auraient pu autrement. J'ai rencontré des gens qui me montraient, dans les années 60, je veux dire, des appareils photo russes, en me disant c'est vraiment d'une grande qualité, c'est super, et c'est pas cher du tout. Je me suis aperçu que c'était des Leica, modèle 1942, et qui étaient fabriqués manifestement par les machines qu'ils avaient pris à Iéna. Alors, vous terminez quand même avec un peu de prospective. Termine un peu, c'est-à-dire j'ai été très frappé par le fait que les célébrations du centenaire de la guerre, soit de 2014 ou 2018, elles ont eu lieu dans toute l'Europe, mais que là où ça a commencé, c'est-à-dire à Sarajevo, ces cérémonies se sont faites sous le contrôle de troupes européennes, militaires, de voisins, qui étaient là pour éviter que, essentiellement, se repasse là-bas ce qu'il s'était passé un siècle auparavant, c'est un conflit entre Serbes, Bosniaques et Croates dont il n'est pas du tout, qui reste une menace aujourd'hui au Kosovo, etc. Donc il y a une forme de permanence, si j'ose dire, des conditions belligènes qui m'a frappé. Alors, il y a des sources, il y a des raisons locales, si j'ose dire. Les Balkans, à la fois pour des raisons géographiques, historiques, culturelles, religieuses, etc., c'est un territoire extraordinairement belligène. Et il a toujours été depuis 15 siècles, quelles que soient les situations. Mais c'est même frappant. Du coup, on prend un pas en arrière, et j'ai écrit ça avant
que commence la détérioration grave de la situation effectivement en Ukraine, en Crimée, etc., en disant là, nous avons vécu, ma génération, c'est-à-dire les gens qui sont nés juste après la guerre, une période bénie. C'est-à-dire une combinaison longue de paix, de prospérité, de croissance, plus d'un certain libération des mœurs, qui était, c'est pas les 30 glorieuses économiques et toutes sortes de choses. C'est quelque chose qui, en tout cas statistiquement, est extraordinairement rare dans l'histoire de l'Europe. Est-ce que c'est éternel ? Il y a peut-être des risques, etc. Effectivement, on s'aperçoit que, au niveau de ce sujet de défense de l'Europe, il y a eu une dégradation claire à partir du moment où elle se repose sur un système l'OTAN depuis 1945, on va appeler les années qui ont suivi, qui a marché pendant quelques années face à un adversaire rationnel soviétique, mais qui depuis, d'un côté, est lié à des dirigeants américains pour qui l'Europe n'a plus l'importance qu'elle avait du temps de Truman, il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou même de Kennedy. Je rappelle aussi que la deuxième armée la plus importante de l'OTAN, c'est l'armée turque, qui est susceptible d'attaquer la Grèce, qui a eu des incidents navals avec la France, etc. Que l'ensemble de l'armée britannique, c'est 85 000 personnes, c'est-à-dire que avec ces femmes de ménage et ces réceptionnistes, elle tient dans le stade de Wembley, qu'on n'est pas tellement devant eux, même avec une armée qui est plutôt tournée vers intervenir en Afghanistan, au Mali, etc. Et je notais déjà à l'époque combien l'état-major français commençait à rappeler que le sujet allait redevenir éventuellement la défense des frontières locales de la France, et que donc il y a un réajustement. Je disais, il y a un réajustement à mener. On a laissé passer une occasion quand on a, en France, voté contre la communauté européenne de défense, et c'est peut-être de nouveau vers un concept de cette nature qu'il serait raisonnable de s'engager. Je me suis permis de le dire, effectivement, de manière prospective. J'ai rendu le bouquin il y a 1 an. Depuis, je dirais que ma conviction sur ce sujet s'est renforcée. Oui, c'est vrai que dans le dernier chapitre, vous parlez de la construction européenne, et donc notamment la construction européenne de la défense. Oui. Vous dites que elle a avancé beaucoup moins vite que les autres pans de l'Europe, et peut-être aussi en partie il y a une frilosité des Français de voir les Allemands se réarmer, et c'est vrai que depuis la fin de votre livre, il y a la guerre en Ukraine. Ça, ce sera pour la suite. Non, et puis aussi, c'est clair que les Allemands ont utilisé le fait de ne pas avoir une énorme armée pour avoir plus d'argent à investir dans leur industrie, et les Français ont utilisé le fait qu'on a supprimé le service militaire obligatoire et donc la nécessité d'équiper des centaines de milliers de gens pour donner des droits sociaux supplémentaires, financer des droits sociaux supplémentaires. Chacun l'a utilisé comme ça, et c'est difficile de revenir en arrière, mais j'ai peur que l'évolution du monde contraignent d'aller dans cette direction, comme je le dis, je crois, dans ma dernière page. Soit on construit l'Europe de la défense, soit on choisit la voie de ce qu'on appelle la balkanisation, et alors, 3 petits points. Voilà, 3 petits points. Merci beaucoup, Jean-Michel Steg. C'est moi qui vous remercie, mais je suis ravi d'avoir eu l'occasion de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Je rappelle le titre de votre livre, Qui a gagné la guerre de 14 ? Enquête sur l'après-guerre de 1918 à nos jours. C'est aux éditions Perrin, c'est disponible en librairie. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié et compte sur vous pour relayer ce podcast. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci, Sam.